la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, n'est-ce pas, a été ravi de nous annoncer la fin. Enfin, on a réussi à tuer le modèle social européen. Bravo, bravo. Alors, comme tous les instruments, bien sûr, le protectionnisme et l'inflation peuvent avoir des effets négatifs et pervers. Et d'ailleurs, comme ces instruments sont toujours utilisés de façon honteuse, ce sont ces effets pervers et négatifs que l'on a. Mais éviter la catastrophe que nous connaissons d'une austérité déflationniste, mais accompagnée d'un désastre environnemental, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'environnement, on n'en parle plus maintenant. On a d'autres soucis plus importants, donc ça passe à la trappe. Comment on va faire pour sortir de la crise éventuellement? La relance, c'est sur quoi? C'est sur des grands projets destructeurs de l'environnement, des grands barrages, des ponts gigantesques, des TGV à n'en plus finir, des autoroutes, tout ce que les écologistes ont dénoncé comme étant catastrophique. Il s'agit d'abord de ne plus recourir à l'emprunt pour financer le déficit public. Alors, le remboursement des emprunts qui est à l'origine de la crise des dettes souveraines représente en effet une part de plus en plus grande des dépenses budgétaires. En France, le service de la dette, à l'heure actuelle, représente exactement le montant de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire de l'impôt que payent toutes les entreprises, normalement, sur leurs bénéfices. Autrement dit, avec le service de l'emprunt, on restitue d'une main ce que l'on a pris de l'autre aux capitalistes. On leur prend l'impôt sur les bénéfices des entreprises, on leur restitue le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts de l'emprunt. Or, pour financer l'impasse budgétaire par un recours à l'institut d'émission, et pour dévaluer la monnaie dont le taux de change avec le dollar étrangle nos économies, en particulier l'économie portugaise, mais aussi l'économie française, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Il faut probablement sortir de l'euro, au moins se réapproprier la monnaie. Alors, le programme, c'est un programme au fond, quasi-électorale que j'avais concoctée en 2007 pour le contexte français. Retrouvez donc, je passe, on a très... Ah voilà, pardon. Le 10e point de ce programme, effectivement, déjà annonçait les événements que nous, enfin en prévision des événements que nous connaissons maintenant, se réapproprier l'argent. Il faut se réapproprier la monnaie qui doit retrouver sa place. La monnaie peut être un excellent serviteur, mais elle est toujours un très mauvais maître. Or, nous nous sommes laissés asservir par la monnaie au lieu d'utiliser la monnaie pour nous servir. Alors qu'on renonce à toute imposition sur les superprofits bancaires et financiers, l'austérité frappe de plein fouet les salariés et les classes moyennes et inférieures qui voient une baisse des rémunérations, une réduction des prestations sociales, un recul de l'âge légal de la retraite, ce qui concrètement signifie une diminution du montant des retraites. Et pour compléter le tout et préparer la reprise mythique, on démantèle toujours plus les services publics, on privatise tout ce qui ne l'a pas encore été, avec une suppression massive des postes. En France, ça s'appelle le non-remplacement d'un poste sur 2 de fonctionnaires partant à la retraite, dans la santé, etc. On assiste, et ça c'est étonnant, à part le mouvement des indignés, on a assisté pratiquement sans véritable protestation massive à une sorte de concurrence masochiste entre les différents pays. Vous avez un pays A, par exemple la Grèce, qui annonce qu'ils vont baisser les salaires de 20%. Un autre pays, le Portugal, va dire on va faire mieux, on va baisser les salaires de 30%. Et puis un troisième pays, pour ne pas être en reste, disons oui mais ça ne suffit pas, on va baisser les salaires, mais il faut aussi allonger la durée du travail,
il faut prendre encore des mesures rigoureuses sur accroître la fiscalité sur la consommation, etc. Et en même temps, nous sommes toujours dans une société de croissance, c'est-à-dire nous sommes sommés par la publicité de consommer toujours plus sans en avoir les moyens, et nous sommes sommés, malgré la crise de la dette, de nous endetter de nouveau, encore, sans perspective de pouvoir rembourser, hein, et avec cette idée qu'il faut en quelque sorte expier la pseudo-fête consumériste tout en continuant à la nourrir, mais à la nourrir dans la morosité. Alors, cette politique d'austérité stupide ne peut évidemment qu'engendrer un cycle déflationniste, un cycle d'autodestruction que la relance, qui est purement spéculative, ne va pas empêcher ni arrêter. Et les États exsangues, parce qu'ils ont financé et sauvé les banques, ne pourront plus cette fois mettre des milliers de milliards de dollars, n'est-ce pas, pour éviter la catastrophe. Alors, cette politique est non seulement profondément immorale, elle est absurde. On aura la faillite de l'euro, hein, sinon de l'Europe, et bien sûr la catastrophe sociale et la catastrophe écologique. Alors, si, par miracle, les objecteurs de croissance étaient amenés à gérer les affaires de la Grèce, ou du Portugal, ou après de la France, ou celle de n'importe quel pays en crise, quelle serait leur politique? Je dirais que la répudiation pure et simple de la dette, c'est-à-dire, pour dire les choses par leur nom, la banqueroute de l'État, serait un remède de cheval, c'est-à-dire on dit la dette, on ne la paiera pas. Ceux qui ont des titres qui ont des droits sur cette dette, hein, des millions d'euros, etc., ont des titres, des créances, ils peuvent les déchirer, zéro. Bon, ça serait un remède de cheval qui résoudrait en quelque sorte le problème en le supprimant, on remet les compteurs à zéro. Vu l'impossibilité pour un pays comme la Grèce, mais c'est la même chose pour l'Italie, par exemple, je ne connais pas la dette portugaise, mais ça ne doit pas être beaucoup mieux, vu l'impossibilité pour la Grèce de payer la dette, qui de toute façon ne sera jamais payée, tout le monde le sait, mais il s'agit de faire mine que de prolonger le jeu indéfiniment, il vaut mieux faire supporter le défaut de paiement aux investisseurs qu'à l'ensemble des contribuables européens. Mais bien sûr, cette solution radicale, qui n'est pas à exclure, qui aurait volontiers ma faveur, risquerait de plonger pour toutes sortes de raisons le pays dans le chaos. Donc une annulation pure et simple risquerait de frapper évidemment les banques, mais pas seulement, et les spéculateurs, mais pas seulement, mais aussi indirectement hein, les petits épargnants et les retraités qui, à travers différents systèmes d'épargne, sont partie prenante de cette dette. Une reconversion négociée, c'est simplement une banqueroute partielle, et c'est ça qui a sauvé l'Argentine après la crise de l'effondrement du peso, ou bien, comme le préconise à l'heure actuelle, un ensemble d'ONG, hein, et qui a été théorisé par mon ami Éric Toussaint, faire un audit des dettes souveraines, voir la part de la dette qui est abusive, parce que dans toutes ces dettes souveraines, il y a une part généralement abusive, de spéculation, etc., de contrats faits sans appel d'offres, dans des conditions, etc. Et cela s'est fait récemment sans problème majeur dans l'Équateur de Rafael Correa, hein, et ça serait sans doute une solution préférable. Alors il y a toutes sortes d'aménagements possibles, on peut prévoir le maintien du titre pour des petits porteurs éventuels, une dépréciation de 40 à 60% pour les autres, hein. On peut recourir à un haircut fiscal, à des différents moyens. Et pour apurer la dette restante, un accroissement des recettes fiscales par une ponction exceptionnelle sur les profits financiers ne serait pas malvenu. C'est ce qu'a fait un gouvernement pourtant de droite, voire d'extrême droite,
la Hongrie, n'est-ce pas? Ils ont décidé, aux grandes dames du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque centrale européenne, de faire payer eh bien, les banques et les spéculateurs.